première conférence, c'était le moment où Trump venait de menacer d'intervenir sur l'Iran à la suite d'un drone qui avait été abattu. Donc ça fait quand même un peu peur, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de revisiter un peu la situation de la planète aujourd'hui, en référence à ce qui s'était passé en 1939, c'est-à-dire la dizaine d'années depuis la crise de 1929 jusqu'à 1939, et pour nous, depuis la crise de 2008 jusqu'à aujourd'hui, avec un certain nombre de choses qui pouvaient être en correspondance ou en tout cas en écho. Ceci dit, pour vous rassurer et éviter de vous faire peur, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. L'histoire se rejoue deux fois, une première fois sur le mode de la tragédie et une deuxième fois sur le mode de la comédie. Et Hegel, quand il parlait de ceci, pensait évidemment à Napoléon Ier et au coup d'État de Napoléon le Petit, le Napoléon III. Donc on ne peut pas dire que puisque ça s'est passé en 1939, qu'on va obligatoirement retrouver cette situation. Pour ouvrir cette conférence, j'ai repris cette formule, c'est la formule en latin que Schiller avait décidé de retenir pour en faire une cloche idéale. Et j'ai repris ce texte dans l'utilisation qu'en a fait Jean Jaurès en 1912 au Congrès socialiste de Bâle, dans la cathédrale. La conférence internationale du Congrès socialiste se tenait dans la cathédrale. Vivos voco, j'appelle les vivants, et ensuite Jaurès poursuit, pour qu'ils se défendent contre le monstre qui apparaît à l'horizon. C'est vous dire qu'en 1912, on sentait déjà les prémices de la guerre. On ne savait pas comment ça allait se déclencher, mais on sentait que ça bouillonnait et que vraiment on était dans une situation extrêmement dangereuse. On est dans cette période de 1910-1913, dans les conflits qui vont éliminer l'Empire ottoman de la zone des Balkans. Mais les alliés des guerres balkaniques contre l'Empire ottoman vont ensuite se disputer pour se partager les territoires, la Bulgarie voulant accaparer la totalité de la Macédoine. Et elle se retrouve devoir faire face à la Serbie, à la Grèce, à la Roumanie, à ce propos, et en conséquence, ceux dont il parle, les morts qui empulantissent nos narines à l'Occident, ce sont ces morts des guerres balkaniques 1911-1913. Et enfin, fulgura prango, je briserai les foudres de la guerre qui menacent dans les nuées. Donc, on est dans cette immédiate avant-guerre, on sait que ça peut éclater n'importe quand, et je vous rappelle pour mémoire que Jaurès est peut-être considéré comme le premier mort de la guerre de 14, assassiné alors qu'il était en train de rédiger, au moment où la mobilisation venait d'être lancée, de rédiger un texte pour essayer d'appeler encore une fois, si vous voulez, au refus de la guerre dans le Café du Croissant. C'est tout ce qui donne un air de déjà-vu, à travers notamment ces éléments que j'ai repris, une violente crise économique dont on a peine à sortir. En 1929, inutile d'y revenir, c'est une crise épouvantable. On va se retrouver avec 6 millions de chômeurs en Allemagne, 3,5 millions en France, un peu moins touché, la grande industrie y est moins implantée. C'est un ravage aux États-Unis. Bref, la tension est désastreuse, et malgré les politiques de relance qui vont être tentées à droite, à gauche, à partir de 1937, on ressombre dans la dépression économique. L'embellie de 1936 en France du Front populaire aura été de très courte durée, puisque en 1939, on va avoir, avec le décret Daladier, les radicaux qui vont rejeter les communistes comme les faire arrêter, en rompant en quelque sorte l'alliance qui avait pu s'établir, et ceci en écho à la guerre civile espagnole qui s'est déclenchée en 1936. Pour ce qui nous concerne, c'est la crise de 2008, la crise des subprimes, qui a coulé un certain nombre d'institutions bancaires parmi les plus prestigieuses, dont Lehman Brothers. En juin 2019,
il y a eu un mouvement de panique qui a duré de façon très courte, on va revenir sur le pourquoi, mais qui a fait plonger pratiquement les actions de l'ordre de 10%. Donc quelque chose qui a été très vite arrêté, mais en gros, le risque systémique d'une faillite complète du système financier qui est aujourd'hui empilé sur des monceaux de dettes, je te prête, tu me prêtes, il me prête, nous nous prêtons, etc. On ne sait plus qui est le prêteur en dernière instance, et en première instance, donc celui qui effectivement subira les dommages, et comme dans BlackRock, c'est une entreprise qui ne joue pas avec des fonds propres, mais qui joue avec les fonds que lui ont confiés les gens, les fonds de pension, les grandes entreprises, etc. Vous imaginez la catastrophe qu'il peut y avoir en bout de piste. Deuxième élément, et qui évoque aussi les années 30, c'est une guerre commerciale exacerbée avec la montée du protectionnisme, zone monétaire, débat sur les tarifs, débat sur les normes. Alors dans les années 30, cette guerre commerciale va démarrer par le mouvement sur les monnaies, avec la dévaluation d'abord de la livre sterling, qui fait que tous les pays à cette époque, les colonies et autres, pour ne pas se trouver déclassés et devoir surpayer les produits qu'elles vont acheter ailleurs, vont s'aligner sur la livre. Les États-Unis, en conséquence, vont perdre des clients, et pour ne pas être en reste, ils dévaluent le dollar, et ils le dévaluent plus fortement que la livre sterling. Le résultat, les Américains continuent à garder un certain nombre de marchés. Le protectionnisme par les tarifs, c'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, si vous voulez importer des produits de tel pays, il faudra payer tant de droits de douane. Et la première victime dans cette affaire, ça va être le Japon. C'est la mode, on vous rappelle ce slogan que vous avez peut-être entendu, où les Japonais vendent des montres au kilo, qui ne valent pas grand-chose, et exportent des vélos, exportent des choses comme ça, alors que les États-Unis sont plutôt sur le créneau de la voiture. Donc on met des tarifs prohibitifs qui fait que l'industrie japonaise, qui ne tournait qu'en fonction des achats extérieurs, se retrouve pénalisée, perd ses clients, se retrouve littéralement asphyxiée, et pour continuer à maintenir son activité industrielle, elle s'oriente vers l'armement. Cet effort sur l'armement qui va se concrétiser très précisément dans la conquête de la Chine, avec d'abord la Mandchourie, puis ensuite une extension au total sur la Chine, donc un développement où l'on passe de la guerre commerciale à la guerre tout court. À l'heure actuelle, plus de problèmes de zone tarifaire, quoique, dans la mesure où désormais les monnaies ne sont plus alignées sur un étalon fixe, mais sont des marchandises comme les autres qui se négocient au jour le jour. Le résultat, si vous voulez, c'est que les fluctuations monétaires sont quand même aujourd'hui un instrument de lutte. Alors comment ça, puisqu'il n'y a plus d'étalon général? Eh bien, selon la volonté de l'État de soutenir ou non sa monnaie, en ouvrant les vannes du crédit ou en le restreignant. Dès que Trump a annoncé qu'il allait mettre une surtaxe de 10% sur les produits chinois importés, les Chinois ont réagi d'abord en disant bon, on va faire la même chose, on va vous rendre l'appareil, mais en même temps, et ça c'est passé presque inaperçu, ils ont laissé filer le yuan de l'ordre d'à peu près 10%. C'est-à-dire quelque chose qui, en termes de tarifs, même avec 10% de taxes à l'entrée sur les États-Unis, comme le prix libellé en yuan est payé en dollars, le prix en yuan avait baissé, c'était pour le consommateur américain, à peu de choses près, la même situation. Et enfin, un critère nouveau pour notre époque, c'est cette idée des normes à respecter, que ce soit des normes sociales, des normes environnementales, etc., qui sont autant d'éléments que des pays sous-développés considèrent comme, en fait, un abus de position dominante des pays développés, en disant, mais vous n'avez pas à vous mêler, je pense au Bangladesh et à sa fabrication textile, vous n'avez pas à vous mêler de la situation sociale de nos travailleurs, et où les pays européens répondent, si les donneurs d'ordre, eux, ont une responsabilité avec leurs sous-traitants.
la façon dont le Bangladesh s'en tire, c'est en multipliant les échelons de sous-traitance. Donc la firme en Europe peut effectivement dire « je contrôle la personne, l'entreprise à laquelle j'ai donné le marché », mais comme lui il ne va pas travailler, il va déléguer ça à des sous-traitants, on se perd dans les sables mouvants de ces sous-traitances pour savoir quelles sont les normes qui sont respectées, pas respectées, comment ça fonctionne, etc. Donc un protectionnisme beaucoup plus astucieux, intéressant, important socialement, qui n'est pas à rejeter, mais qui manifestement exacerbe les tensions dans la guerre commerciale. Troisième élément qu'on retrouve, c'est le nationalisme identitaire. Nationalisme identitaire, dans les années 30, c'est évident, c'est l'Allemagne vaincue, qui considère qu'elle a été victime d'un traité qui l'a complètement désavantagée, que la fusion qui aurait été possible entre la Bavière et l'Autriche, État catholique, et puis une grande Prusse protestante au nord, ça a été refusé. L'Autriche est devenue une espèce de croupion après avoir été la direction d'un empire extrêmement important, l'empire austro-hongrois. Donc, nationalisme identitaire comme réponse à la crise sociale, avec cette idée, c'est parce que vous êtes allemand, c'est parce que vous êtes hongrois, et que vous avez été vaincu, que l'on nous brime, que l'on va vous brimer, et en conséquence, il faut essayer de passer par-dessous nos différences sociales, nos désaccords politiques, etc., pour affirmer notre identité et se battre sur la base de cette identité, avec très souvent, dans cette montée en puissance de l'identitarisme nationaliste, des revendications territoriales, en disant, ben, du coup, oui, mais attendez, ça c'est à nous, ce territoire, parce qu'on l'a eu à telle date, on l'a eu à telle période, etc. Donc, une montée très violente, et qu'on retrouve à l'heure actuelle. Quatrième élément, une course aux armements comme moteur de crise, de sortie de la crise. Alors ça c'est évident pour l'Allemagne qui à partir de 1936, les nazis arrivent au pouvoir en 1933, Hitler a l'intention de récupérer les territoires entre guillemets perdus, l'Alsace-Lorraine, de récupérer les Sudètes. Alors il va y avoir des territoires qu'il va récupérer sans avoir à tirer un coup de fusil en raison de la complaisance que vont avoir les puissances occidentales, notamment la France et la Grande-Bretagne, par exemple, à propos de la Tchécoslovaquie et des Sudètes. Mais il va y avoir la même chose à propos du corridor de Gdansk en Pologne, etc. Donc, un plan d'armement qui est lancé en 1936. C'est un plan qui doit arriver à échéance en 1940, et donc, jusqu'en 1940, l'armée allemande n'est pas en état de combattre. Ce qui fait que le déclenchement de la guerre en 1939, même avec le traité de non-agression avec l'URSS, l'Allemagne est en situation extrêmement fragile, et les généraux de la Wehrmacht le savent. Ils ont essayé de dissuader Hitler de passer à l'attaque, mais vous comprenez le pourquoi de la drôle de guerre. En fait, les quelques mois qui vont être gagnés à ce que les Anglais et les Français aillent faire un petit tour en Norvège, c'est quelque chose qui est imbéni pour Hitler, qui arrive à boucler à peu près dans les délais prévus sur l'année 40 la politique de réarmement complète qu'il avait envisagée et de mener ce qui est le mécanisme nouveau, la blitzkrieg, la guerre éclair, faire la décision en quelques semaines, ne pas s'enliser comme en 14 dans les tranchées. Les États-Unis qui viennent de décider au mois de février de cette année de se retirer, de ne pas renouveler la signature du traité INF. C'est un traité qui concernait les missiles de moyenne portée. En gros, ce traité acceptait que les armées se dotent de missiles de courte portée, jusqu'à 150-200 km, si je me souviens bien, et des missiles à longue portée, donc des missiles à 8 ou 10 000, qui n'étaient pas des armes de terrain, des armes de combat, des armes de proximité. Et on avait pour tous ces missiles de puissance intermédiaire un traité qui interdisait leur production. Et les États-Unis vont considérer que ce traité, finalement, limite leur capacité d'intervention, vont décider, arrivé à son échéance, de ne pas le renouveler. Avec comme argument
Oui, mais les Chinois n'en étaient pas signataires, et pendant ce temps, les Chinois ont commencé à développer leur armement en missiles de moyenne et de semi-longue portée. Les Russes se retrouvent finalement isolés avec la France, avec l'Allemagne, et disent, bon, dans ces conditions, chacun reprend ses billes, et donc ça relance une course aux armements sur des missiles de moyenne portée. On verra qu'il y a peut-être aussi d'autres armements qui vont intervenir. Et enfin, le dernier élément, qui est tout à fait similaire, c'est le rejet du multilatéralisme et de ses organisations. À la fin de la Première Guerre mondiale, bien que ce soit la der des der, on avait essayé de mettre en place la Société des Nations, une société qui devait arbitrer les conflits en organisant notamment des plébiscites. Alors, dans l'immédiat après-guerre, un certain nombre de plébiscites ont eu du succès, ont été plutôt des réussites, sur le Schleswig-Holstein par exemple, sur la zone de Sopron qui était disputée entre l'Autriche et la Hongrie. Donc des choses qui ont marché à peu près jusqu'en 23-24. Et avec la grande faillite allemande, c'est fini, les tensions remontent, et à partir de 1931, lorsque le Japon entame sa guerre d'agression contre la Mandchourie, on plainte de la Chine auprès de la SDN. La SDN dit, bah oui, le Japon a tort, doit se retirer, etc. Et le Japon dit, je ne me retire pas de la Mandchourie, je me retire de la SDN. Mussolini, qui vise le développement d'une politique coloniale, comme le reste de l'Afrique est partagé entre des puissances, il ne reste plus qu'un pays qui n'a pas été colonisé, c'est l'Éthiopie, et Mussolini, donc, engage la lutte contre l'Éthiopie, où les Italiens avaient déjà pris une raclée à la fin du XIXe siècle. Donc, là encore, exclu de la SDN, et on peut considérer qu'à partir de 1934, la SDN ne touche plus une bille dans les négociations. C'est ainsi que les accords de Munich, qui vont démanteler la Tchécoslovaquie, ça passe pas par la SDN, c'est des accords entre puissances, entre la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. Et puis on ne demande même pas leur avis aux Tchèques, on leur annonce le lendemain, vous devez vous retirer des Sudètes, laisser les fortifications et l'armement en l'état, et les Allemands prennent possession. On a la même chose aujourd'hui, à la fois avec une impuissance de l'Organisation des Nations Unies, qui produit sans arrêt des motions qui ne sont pas respectées, même lorsqu'elles ont été votées, qui ne sont pas respectées. On a l'impression d'une ONU qui sert à s'agiter, mais qui n'a pas d'efficacité pratique, sauf peut-être dans ces sections spécialisées, comme l'UNICEF, comme l'OMS, ou des choses comme ça. Il peut y avoir effectivement des gains, des avantages, l'UNESCO pour les monuments. Mais surtout, le problème est que les États, dans cette situation, disent « bon, ben, je me retire des traités ». Et évidemment, celui qui donne le branle, c'est Trump avec les États-Unis, qui s'est retiré de l'accord de Paris, qui s'est retiré de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, qui s'est retiré de l'OMC, des accords commerciaux, qui a décrété qu'à l'ONU, si les autres pays ne payaient pas, ils se retiraient aussi, etc. Donc quelque chose qui est finalement une impuissance de ce qui, depuis 1945, assurait un minimum, sinon de sécurité collective, au moins de possibilités d'entretien, de négociation et d'ouverture. Mais comparaison n'est pas raison. D'abord parce que, première chose qu'il faut noter, il n'y a pas de contre-modèle, comme l'a été l'URSS pendant les années 30, même si on sait aujourd'hui que ça a été une dictature épouvantable, etc. Dans la période des années 30, l'URSS se présente comme un modèle alternatif à l'effondrement du capitalisme, avec son plan de développement extrêmement rapide. Alors, on est finalement aujourd'hui dans un système de l'ultracapitalisme et qui est présenté comme finalement la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est finalement un conseiller de la Maison-Blanche, Fukuyama, qui a édité ce texte après l'effondrement de l'URSS et avec comme ligne directrice d'argumentation, en fait, en 1917, il y a eu une bifurcation totalement incongrue avec la révolution soviétique et la mise en place d'un système socialiste. Bon, c'est une anomalie,
c'est un monstre, c'est une chimère, et en 89, ça disparaît, c'est l'effondrement de l'URSS. Donc, tout le monde revient dans le seul et unique flux de l'histoire qui nous a fait passer de l'esclavage à la féodalité, au capitalisme, et tout le monde est revenu dans le système capitaliste. Donc, en ce sens, ça apparaît comme la fin de l'histoire, non pas la fin, ça va s'arrêter, mais comme la finalité de l'histoire, que d'être dans cette voie, dans cette orientation du capitalisme. Et donc, à partir de là, il n'y a pas d'alternative possible. Dans les années 30, il semblait qu'il y avait une alternative. Aujourd'hui, on vous dit, il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça que ça peut se passer. Tout ce qu'on peut faire, c'est compter sur la bonté des gens. Deuxième élément qui est important et qui a changé beaucoup de choses, c'est que même si dans les années 30, on ne veut plus la guerre, on a vu qu'on l'a donnée pour la DER, etc., on est quand même dans une situation, on va repartir. Et moi, ce qui me frappe depuis maintenant pratiquement 70 ans, c'est que, à travers l'hantise d'une apocalypse nucléaire, et de quelque chose où là, les gens se sont dit, mais attention, cette fois-ci, c'est plus les tranchées, hein, il n'y a plus de front, il n'y a plus d'arrière, il n'y a plus de pays hors atteinte. En conséquence, on réfléchira plutôt à 2 fois avant d'enclencher. Même quand la crise a été à 2 doigts de la guerre, avec la crise des missiles à Cuba, la négociation a continué à avoir lieu, et en conséquence, même si l'ONU est restée impuissante, on a ouvert la ligne dite du téléphone rouge entre Washington et le Kremlin pour désamorcer, au cas où il y aurait une erreur sur un avion, une erreur de lancement de missile, dire attention les gars, on ne l'a pas fait exprès, vous allez en prendre plein la poire, mais c'est pas de notre faute, et on vous propose finalement un gambit. C'est-à-dire, si ça touche une ville chez vous, bien on atomise une ville chez nous pour que la balance soit respectée et que vous ne soyez pas inquiété par le fait que c'est une attaque qui a été volontaire et qu'on essaierait de déguiser. Donc, je ne sais pas si le deal aurait été tenu, mais en tout cas, on est dans une situation où la trouille de la guerre nucléaire a été peut-être, non pas le début de la sagesse et de la paix, mais en tout cas le refus d'un conflit généralisé. Troisième élément, et là qui est complètement nouveau, c'est le débordement des États par des conflits asymétriques, c'est-à-dire par des mouvements qui sont soit catalogués comme terroristes, soit qui se considèrent, eux, comme nationalistes, comme démocrates, comme défenseurs du peuple, etc. Et où, à la guerre classique que l'on voyait État contre État, c'est une guerre qui se mène par procuration à travers ces conflits asymétriques, et qui, du coup, font que l'efficacité du char, l'efficacité de l'avion, du bombardement, l'efficacité de la troupe au sol, etc., n'est plus du tout assurée face à ces mouvements de terrorisme. Et donc, on a quelque chose là qui est un enjeu nouveau de conflictualité et qui pose des menaces d'un type radicalement nouveau aux forces armées de la plupart des pays. Enfin, dernier élément, les technologies de la prise de contrôle dans un espace dématérialisé par Internet et ses réseaux. Alors, vous l'avez peut-être noté, lorsque les Iraniens ont voulu, il y a quelques semaines, lancer une fusée emportant un satellite d'observation terrestre, la fusée a explosé sur le pas de tir. Les meilleures images qu'on en a vues immédiatement sont des images américaines, de satellites espions, d'avions espions, de tout ce que vous voulez. Et ce qui m'a absolument suffoqué, c'est que dans les minutes qui ont suivi, Trump a fait une déclaration en disant « c'est pas nous, on n'est pas impliqué dans cette opération ». J'ai souvenir, quand j'étais petit, qu'on disait que la poule qui chante la première, c'est celle qui a fait l'œuf. Donc je vous laisse conclure sur cette affaire, mais il y a un précédent. On sait qu'Israël, en Iran, il y a 3 ou 4 ans, a réussi à rentrer dans le programme de fonctionnement des centrifugeuses nucléaires qui épurent l'uranium 238 pour en obtenir du 237, ont été complètement bousillés parce que Israël a réussi à rentrer un virus dans le programme
qui a fait que les centrifugeuses sont parties complètement en folie. Ce que j'appelle la guerre asymétrique, c'est que là, il n'y a plus besoin d'aller sur un terrain avec des soldats. Si vous pouvez contrôler l'emploi des fusées de votre adversaire dès le départ, leur donner une nouvelle cible, les reprogrammer quand elles sont parties en vol, donc on est dans un nouveau type de contrôle, de prise en main des forces militaires qui pose problème. Alors voici l'état des conflits aujourd'hui sur la planète. Les gros cercles, c'est les conflits entre États et avec des revendications territoriales, donc la mer de Chine, la mer du Japon, on retrouve le Cachemire, on retrouve ensuite l'Ukraine, l'ensemble du Proche-Orient, Syrie, Jordanie, etc., Liban, Israël et le Yémen. Ensuite, les étoiles rouges sont des conflits avec des ingérences extérieures, donc par exemple le conflit au Mali ou conflit au Nigeria avec Boko Haram, conflit en Libye, qui sont des mouvements internes mais qui sont soutenus par des ingérences extérieures, soit directes, en Libye l'intervention de la France et de la Grande-Bretagne, soit à l'heure actuelle par envoi d'armement, donc des situations où la présence de Barkhane au Mali, au Burkina, au Niger, etc. Donc ce type de conflit, vous voyez que sur le territoire des Amériques, il n'y a guère que deux endroits, le Nicaragua et le Venezuela, qui sont en conflit en conflit strictement interne, sans vraiment ingérence, même si on a lieu de suspecter éventuellement que les États-Unis ne sont pas tout à fait étrangers à ce qui se passe au Venezuela. Et vous voyez que l'Europe n'est pas, comment dire, à l'écart de ce type de conflictualité. La nation et le niveau d'organisation des populations qui est reconnu internationalement. L'acronyme de l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc la nation, manifestement, c'est en l'état actuel des choses, qu'on le veuille ou non, c'est le niveau de référence à l'échelle internationale. Ces attributs sont la souveraineté, centrale ou partagée lorsqu'on a une structure d'État fédéral et qui peut aller à des conflictualités internes. Vous avez vu que la Californie, qui adopte un taux de CO2 pour les voitures, Trump dit pas du tout, pas question, et il révoque les droits de la Californie à légiférer sur le problème du CO2 rejeté par les automobiles. D'autre part, deuxième attribut, c'est un territoire qui est délimité par une frontière, donc qui définit une portion dans laquelle la souveraineté s'exerce et les autres souverainetés ne peuvent pas s'exercer. D'où, quand il y a conflit entre deux États, la possibilité qu'il y ait revendication sur un territoire limitrophe, parce qu'on ne sait pas vraiment où est placée la frontière. Enfin, un peuple qui est considéré comme devant avoir une identité soit homogène, soit inclusive, c'est-à-dire que le peuple n'est pas homogène, mais il accepte, il incorpore et il absorbe des populations à l'intérieur qui acceptent les règles du jeu de cette nation. L'État en est donc l'expression dans l'arène internationale. Donc, vous voyez la nation, les attributs de la nation, et celui qui en est le porte-parole, c'est l'État, qui en est l'expression dans l'arène internationale, quel que soit son fondement, que ça aille de la démocratie à un bord, si tant est qu'une démocratie parfaite existe, jusqu'à une dictature, et là, il y en a, et de vraies saloperies sur la planète, c'est sûr. Mais je vous fais remarquer qu'à aucun moment, quand Pinochet a pris le pouvoir au Chili, qu'à l'heure actuelle, quand Assad est toujours à la tête de la Syrie, ce sont ces gouvernements qui sont les représentants de leur pays à l'intérieur des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies s'interdit de juger la forme politique des États, de même que la forme qu'elle peut avoir, république, monarchie, voire théocratie, ce qui est le cas pour l'Iran, qui est une théocratie. L'ayatollah est censé, Khamenei est censé être là, le guide suprême, en attendant que l'imam caché sorte finalement de sa cachette, le 12e imam. Et donc la constitution de l'Iran dit bien que, en attendant que l'imam caché se révèle, c'est finalement l'ayatollah qui est le responsable politique, mais qui gère l'État au nom de l'imam caché.
Mais autre exemple, le Bhoutan, le Bhoutan qui est une théocratie bouddhiste quelque part dans les montagnes de l'Inde et qui a inventé un truc complètement bidon, l'indice de bonheur brut. Donc on est encore dans le monde le même que celui de même 1939, les États, les territoires, la souveraineté. On va essayer d'aborder maintenant quelles sont les revendications étatiques en cours. Et je n'ai pas mis revendications territoriales, les revendications étatiques globalement. Donc là, on va les énoncer. Premier élément, c'est la souveraineté. La souveraineté, il semblait qu'à partir de 1945, avec l'adoption, la création des Nations Unies, 1948, la création de la Charte des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, qu'il y avait un universalisme qui allait encadrer la souveraineté des États, au moins théoriquement. Et pratiquement, on admettait que, puisqu'il y avait une assemblée générale, les États pourraient présenter leurs doléances, leurs revendications, etc. Mais en même temps, on va se trouver très vite, à partir de 1947, dans une situation de souveraineté limitée. D'abord, par les héritages coloniaux. Les colonies ne touchent pas une bille, il faudra attendre le début des années 60 pour avoir une vraie décolonisation. Et les colonies qui s'émancipent prennent le modèle à la fois de la nation, de l'État et de son organisation, donc en termes de territoire. Deuxième élément de souveraineté limitée, dans le cadre de la guerre froide, ceux qui font allégeance à l'URSS, ceux qui font allégeance aux États-Unis, au point qu'un tiers-monde, un troisième monde, va chercher à se coaliser, à s'organiser à travers les rencontres de Bandung et essayer de mettre en place le mouvement des non-alignés, qui finalement n'arrivera pas à aboutir à grand-chose. Il y aura bien une tentative pour aller vers un extrémisme un peu plus poussé, avec la zone du tiers-mondisme un peu plus tard, mais quelque chose qui va être relativement limité. Le problème, c'est que ces limitations de souveraineté n'ont pas disparu avec la guerre froide ou avec l'émancipation coloniale. Pour l'émancipation coloniale, tout le monde a entendu parler de la France-Afrique et des manipulations pour faire que tel ou tel gouvernement soit chassé, tel ou tel soit protégé. Donc ça, c'est le premier élément à retenir, mais aussi dans les héritages qui étaient des héritages au point de vue militaire, d'associations militaires, la Syrie, la Russie, l'Irak, à un moment donné, étaient partie prenante du même type d'organisme, et on continue à avoir des relations privilégiées à l'heure actuelle entre la Russie et la Syrie. La Syrie qui a octroyé des bases à la Russie, qui n'est plus l'URSS, qui n'est plus le système syrien du père de Hafez el-Assad, mais on a ces liaisons qui restent quand même des éléments importants. Enfin, le dernier aspect aujourd'hui, c'est le rejet du multilatéralisme, cette idée que cette exigence de souveraineté, elle doit pouvoir s'exprimer pleinement et entièrement sans être bridée par l'ONU, par des tas d'organismes, et notamment par exemple l'Union européenne. Regardez le Brexit. Donc, on est dans cette exigence de souveraineté qui fait que, ici, on rejoint La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et les USA, par exemple, dans le champ économique, ont réussi à imposer cette idée de l'extraterritorialité des lois américaines. C'est-à-dire, à partir du moment où vous voulez faire du commerce, alors ça a commencé avec Cuba, à partir des années 60, et depuis, ça s'est en permanence amplifié et développé. Si vous faites du commerce avec mon ennemi, vous êtes déclaré comme un coupable, comme un ennemi, vous pouvez la faire sur les États-Unis, et même pour les entreprises qui n'auraient pas d'implantation sur le territoire des États-Unis, si vous utilisez dans vos transactions du dollar, qui est notre monnaie nationale, vous êtes à ce moment-là coupable. D'où les tentatives, pour sauver l'accord du nucléaire iranien, d'essayer de mettre en place des bidouillages, soit pour utiliser l'euro ou le yuan, ou des systèmes qui vont être des systèmes d'échange de marchandises. On va évaluer leur valeur, on va donner d'autres contreparties de marchandises. On est dans un mécanisme de troc pour essayer de s'en sortir sans passer par le dollar. Donc les États-Unis parviennent, même lorsqu'ils ne veulent plus du leadership, à quand même en garder une maîtrise.
que dans cette exigence de souveraineté, un facteur qui est la frontière a repris finalement une vigueur considérable. Pendant la guerre froide, il y avait une dizaine de murs, dont le plus célèbre, bien entendu, était le mur de Berlin. Aujourd'hui, il en existe 70 et on continue à avoir des projets pour en construire d'autres. Alors, vous connaissez l'histoire des États-Unis avec le Mexique et du mur que Trump veut faire payer aux Mexicains. Vous connaissez l'histoire du mur qui encerne les territoires palestiniens comme une série de confettis à l'intérieur de la Jordanie, de la Cisjordanie. Mais on oublie que le mur réel, construit, le plus important, il existe depuis maintenant presque une trentaine d'années. C'est le mur qui sépare le Bangladesh de l'Inde. Bangladesh, c'est le Bengale occidental. On a fait une découpe complètement stupide entre d'un côté les musulmans, de l'autre côté les hindous. Et on se retrouve avec ce petit bout de frontière que vous voyez en haut, dans lequel, dans ce secteur où le Brahmapoutre est en train de rentrer dans le Bangladesh, on a une série d'enclaves, il y en a 114 en tout, d'enclaves, tantôt d'enclaves hindous dans le Bangladesh, tantôt dans le Bangladesh avec des hindous, et tantôt avec des musulmans sur le territoire de l'Inde. Donc à un moment donné, il y a eu une négociation pour tenter d'échanger les bouts de territoire, mais ça voulait dire aussi déplacer les populations. Donc les conversations se sont enlisées, il n'y a toujours pas eu d'échange. Il y en a 3200 km de long, construits en briques et doublés par 2 rangées de barbelés et de grillages électrifiés. Mais j'ai repris quelques autres exemples de murs, un qu'on ignore en particulier, la frontière entre l'Arabie saoudite et l'Irak, qui est une frontière au milieu du désert. Et enfin, très neuve, un modèle dernier cri, la frontière entre la Turquie et la Syrie, qui est là complètement bétonnée, surveillée, et qui assure, qui vise à essayer d'éviter l'entrée de Syriens sur le territoire turc. On verra que ce n'est pas si efficace, si complet que ça, cette partie. Alors, les revendications territoriales n'ont pourtant pas disparu. Elles se font au nom de 3 arguments. L'argumentation mythique. Alors là, Israël, la Serbie, la Birmanie aussi, mais Israël et la Serbie détiennent le pompon. Israël, avec cette idée, c'est Dieu qui nous a donné cette terre, c'est la terre promise, donc on a légitimité à être là, point à la ligne. Comment voulez-vous aller discuter avec Dieu sur la propriété d'une terre? Mais les Serbes ont fait la même chose avec le Kosovo. Lorsqu'ils ont organisé, au milieu du XIVe siècle, un combat en réunissant des forces serbes, bosniaques, albanaises, etc., pour lutter contre l'Empire ottoman qui était en train de profiter de la déconfiture de Byzance pour s'emparer des Balkans, ils ont pris une raclée mémorable au Champ des Merles, donc dans le Kosovo polier, la plaine du Kosovo, plaine du Champ des Merles, et ils ont fait de cette défaite, alors ça c'est remarquable, ils ont fait de cette défaite le symbole de leur identité serbe et de l'appartenance innée, au nom du sang versé sur le terrain du Champ des Merles, du Kosovo comme un territoire de Serbes et non pas comme un territoire, comme le veulent aujourd'hui les Kosovars, un territoire indépendant et qui soit un État. Donc la Birmanie, c'est la même chose. La Birmanie est un État qui a été construit après la décolonisation anglaise. La Birmanie n'a été découpée qu'en 1937, c'est un État jeune. Elle était auparavant incorporée dans l'ensemble de l'Empire des Indes et elle n'avait pas de frontières propres. Alors ça a une importance. Ça veut dire que sous la tutelle anglaise, quand on avait besoin de travailleurs dans les plantations birmanes, etc., on faisait venir des gens de l'Inde la plus proche, c'est-à-dire du Bengale, de la région de Calcutta, et on les mettait là-dedans. Aujourd'hui, les Birmans disent « Ah oui, mais attendez, ça, ce sont des gens qui ne sont pas des Birmans, qu'on nous a imposés, qui n'ont rien à faire en Birmanie, on leur supprime la citoyenneté. En 1982, avec la dictature des militaires, ils ont perdu leur nationalité et ils sont devenus apatrides dans leur pays. Alors, c'est vrai qu'il y a eu de la main-d'œuvre importée depuis le Bengale. Mais le problème,
c'est qu'il y avait des Rohingyas qui étaient installés depuis déjà plusieurs siècles, 5 ou 6 siècles dans la Rakhine, et qui s'étaient convertis à l'islam et qui étaient des autochtones depuis 4 à 5 siècles, et où les Birmans, à l'heure actuelle, refusent de leur reconnaître cette identité birmane en disant « vous êtes des musulmans, donc vous êtes des Bangladais, il faut que vous repartiez au Bangladesh ». Le Bengale, évidemment, n'en veut pas. Donc voilà, si vous voulez, pour toutes ces argumentations politiques, et qui débouchent sur un cas d'école que l'on a vu il n'y a pas longtemps. La première chose qu'a fait Daesh, ça a été de se constituer un territoire et de se proclamer califat. Donc on a le retour à l'histoire, on mythifie ce qu'a été le califat abbasside, éventuellement dès le départ avec les Omeyyades, etc. Et cette idée, c'est important qu'il y ait un calife, mais c'est important qu'il y ait un territoire. Et avec cette idée, on va détruire les frontières héritées de la colonisation, donc effacement de la frontière entre la Syrie et l'Irak, mais on va construire des frontières tout autour avec des postes gardés, contrôlés, sur lesquels on prélèvera des taxes pour l'importation des marchandises, etc. On aura notre propre monnaie à l'intérieur. Donc, si vous voulez, voyez comment cette idée de l'État-nation installé sur un territoire et aussi l'unité du peuple, c'est l'islam, évidemment, hein, donc, est quelque chose qui est prégnant, y compris dans ceux qui veulent combattre le modèle occidental. Deuxième argument, c'est l'argument historique, en disant, mais ce territoire, à un moment donné, nous a appartenu. Alors, le plus beau cas d'école, c'est l'histoire de l'Alsace-Lorraine, entre la France et l'Allemagne, pour arriver à la situation actuelle, où on a des situations où la Chine dit par exemple, oui mais Taïwan, même si ça a été dans les mains des Portugais à partir du XVIIe siècle, c'est un morceau de Chine, oubliant que Taïwan était peuplé d'une population qui a donné la souche polynésienne, qui étaient les autochtones, alors qu'ils ne sont plus effectivement aujourd'hui que 3 à 4% de la population totale, mais pour la Chine, c'est devenu à un moment donné le refuge qu'a utilisé Chiang Kai-shek en 1948 quand il a été vaincu par Mao sur le territoire continental. Donc, pour les Chinois, il n'y a pas de problème. Taïwan, c'est la Chine. Regardez ce qui se passe à Hong Kong. C'est le même type de problème. Hein. Ça nous appartient. Les Anglais nous l'ont volé pendant la guerre de l'opium. Il est normal que ça nous revienne. On vous a fait une fleur en disant, bon, on signe, on accepte vos libertés, mais de plus en plus, vous êtes des Chinois comme les autres, et il n'y a pas de raison que la loi chinoise ne s'applique pas sur le territoire de Hong Kong. Pensez à la Russie, avec la zone de la Crimée, la zone de l'Ukraine orientale, où, pour Poutine, quand il la décrit, c'est de revenir à l'idée de l'Empire tsariste où, effectivement, l'Ukraine n'appartenait pas à la Russie, mais il y avait une zone qu'on appelle la Nouvelle Russie, qui était le territoire des Cosaques, qui correspond à peu près aux 2 territoires aujourd'hui des 2 républiques sécessionnistes de Lugansk et Donetsk. Donc, quelque chose où Poutine dit, mais ça nous a appartenu. La Crimée, c'est nous qui l'avons donnée, c'est nous, l'URSS, qui l'a donné à l'Ukraine pour la dédommager de la lutte contre les koulaks, mais il n'y a plus aujourd'hui de koulaks, vous êtes indépendants, donc on reprend la Crimée pour notre compte. Mais pour toutes les constructions de décolonisation, ça a été la même chose avec cette idée, oui mais les colonisateurs avaient créé des frontières qui les arrangeaient, et ça ne correspond plus ou pas aux populations, au type d'État qu'on veut avoir, etc. Pensez au problème de Mayotte, où la France est régulièrement condamnée aux Nations Unies, sauf qu'elle met un veto sur la réalisation de... Lorsque les îles ont été, des Comores, ont été considérées comme à décoloniser, la France a organisé effectivement un référendum sur la question de l'indépendance. Mais, alors que pour l'Organisation des Nations Unies, le résultat devait se juger sur les totalisations des 4 îles, la France a retenu les votes île par île et a dit, bon, bah, la Grande Comore, Anjouan, etc., tout ça, Moélie, ont voulu l'indépendance, mais pas Mayotte. Pourquoi? Parce qu'à Mayotte, il y avait les bases militaires,
il y avait une population française installée déjà depuis pas mal de temps comme un relais vers les possessions françaises de l'Arctique, vers les Kerguelen et autres, et en conséquence, l'indépendance avait été refusée. Donc la France a dit, ben, c'est comme ça qu'il faut entendre la décolonisation, on a donné le choix à toutes les îles, et à l'heure actuelle, vous voyez les problèmes que ça pose. Pour essayer de contourner cette situation, la France a fait une connerie, enfin moi ce que je considère comme une connerie phénoménale, d'aller faire de Mayotte un département français. Enfin, dernier point, qui est souvent négligé, qui est qu'on est d'accord sur le principe de délimitation des frontières, mais on est en désaccord sur le tracé. C'est l'argumentation du point origine des mesures. Les frontières océaniques, il y a une myriade de litiges. Pour le moment, on n'en est qu'à des litiges, mais avec des conflits potentiels. Le plus important, c'est ce que j'ai pris pour la carte, l'océan glacial arctique, avec tout ce qui est en ligne continue et rouge. Sont des frontières acceptées par la communauté internationale et par les riverains. Donc là, il n'y a pas de discussion. Ensuite, en pointillé noir, c'est la limite des zones économiques exclusives, c'est-à-dire 200 000 marins, où un État a le droit de faire de la pêche, d'explorer les fonds marins et autres. Et puis, tout ce qui est au milieu, ce sont des eaux libres. Et vous voyez qu'au milieu de ces eaux libres, ben, il y a du jaune, il y a des hachures, il y a des pointillés, il y a des choses comme ça. Les États revendiquent des parties de territoire. Et en particulier pour la jaune, vous voyez que c'est les revendications de l'URSS sur l'ensemble, et réclament pratiquement la moitié de l'océan glacial arctique, et ils font valoir qu'il y a, je ne me souviens plus, 4-5 ans, ils ont envoyé un sous-marin qui est venu se poser pile poil à l'endroit du pôle Nord, et ils y ont planté un drapeau. C'est une réponse de la Russie au drapeau américain planté sur la Lune. Mais du coup, ils disent, ben voilà, le point origine pour calculer nos eaux territoriales, ça part en part de fromage, en part de camembert, depuis le drapeau qu'on a planté au pôle Nord, et on prend tout ce qui est à l'intérieur du secteur qui nous concerne. Dans les revendications entre les Américains et le Canada, dans toute la partie qui est la partie de l'océan glacial arctique le long des frontières de la Russie, ça peut effectivement éventuellement dégénérer. Conflit lié au point d'origine sur la méthode, c'est la carte en bas à droite entre Israël et le Liban. Vous voyez qu'il y a deux traits et un secteur au milieu. Alors, Israël propose d'utiliser la limite au nord, et le Liban propose d'utiliser la limite au sud. Et vous voyez qu'entre les deux, il y a une part de fromage qui est contestée. Alors pourquoi c'est important? C'est qu'on a découvert, il y a quelques années, pas très longtemps, des ressources gazières et pétrolières qui commencent à être exploitées par Israël et que le Liban voudrait bien pouvoir explorer. Donc la question, c'est qui va donner des droits d'exploration sur ce territoire? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Israël? Alors vous voyez, ça part du même point sur le littoral. Et si vous partez sur un arrondi de littoral et que vous déplacez de quelques mètres, quelques dizaines de mètres le point de départ, la perpendiculaire que vous allez tirer par rapport au littoral, si la règle admise par tous, ne va pas arriver exactement au même endroit. Voilà, maintenant un cas que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, c'est la question de la mer de Chine du Sud. Alors cette mer de Chine du Sud, c'est ce qui se développe à partir de Taïwan, ici, entre les Philippines, Bornéo, la presqu'île de Malaisie, la péninsule du Vietnam, d'Indochine, disons, et on a ici une mer qui est une des mers les plus pratiquées. Elle regroupe à peu près 50% des flux commerciaux de la planète, donc avec des grands pays producteurs comme Taïwan, le Japon, la Chine évidemment. Et les Chinois ont sorti de derrière les fagots en 1948 seulement une carte en disant, ben voilà, ils ont fait des traits sur la carte, c'est ce qu'on appelle la carte des 9 traits, 9 petits traits, sans continuité, en disant, tout ça, c'est notre territoire national. Évidemment, les pays riverains disent, mais pas du tout, il faut le soumettre à l'arbitrage international et faire prévaloir les règles. On prend la médiatrice entre les côtes et on limite les zones d'exclusivité, etc. Sauf que les Vietnamiens, alors vous voyez la limite ici, elle englobe deux archipels, les Paracels
ou ici les Spratly. Ce sont effectivement des atolls. Alors, dans la règle de l'Organisation des Nations Unies, un atoll qui est à fleur d'eau ne donne pas de droit de propriété. Il faut que ça soit émergé et peuplé. Qu'est-ce qu'ont fait les Vietnamiens? Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Qu'est-ce qu'ont fait les Philippins? Qu'est-ce qu'ont fait les Malais? Ben, ils ont apporté des déblais, ils ont remonté le niveau des îles, détruisant les coraux, et ils y ont planté une garnison. Quelquefois, ils l'ont oublié. Hein. Il y a eu comme ça une douzaine de soldats chinois abandonnés sur une île, et c'est les pêcheurs vietnamiens qui sont venus les récupérer, crevés de faim, de soif, etc. Donc, si vous voulez, une zone qui est ici en conflictualité. Alors, ça, c'est ce que revendique la Chine. Et vous voyez que si jamais elle avait la totalité de ce contrôle, ça veut dire que toutes les voies maritimes qui passent là-dedans sont des voies sur les eaux territoriales chinoises, qui a le droit d'inspecter les cargaisons, qui a le droit de prélever un droit de péage, etc. Mais c'est pareil pour les avions. Ils considèrent que c'est leur espace aérien. Donc vous imaginez tous les appareils déboulant du Japon, déboulant de la Corée, etc., empruntant ça pour venir par exemple ici à Singapour, ils violent l'espace aérien chinois. Les conflictualités, c'est entre tous ces pays du Sud et la Chine. Le 5 septembre, il y a eu des grandes manœuvres aéronavales menées par les États-Unis, mais réunissant les pays de l'ASEAN, c'est-à-dire ces pays qui ne sont pas chinois et qui, pour la première fois, ont accepté de faire des manœuvres aéronavales sur la mer de Chine, contre la puissance chinoise. Le thème de la manœuvre, c'était comment empêcher un navire neutre d'être arraisonné par une marine hostile. Suivez mon regard pour trouver quelle est la marine hostile. Il suffirait de peu de choses pour que ça dérape. Et comme on sait que du côté chinois, en l'espace de quelques années, ils ont rattrapé un retard fantastique dans le domaine de la marine et qu'ils ont aujourd'hui une réelle puissance maritime, on se doute que ça pourrait dégénérer dans des situations d'accrochage, etc., qui pourraient ensuite donner lieu à des conflits. De la même façon, c'est le Cachemire qui aujourd'hui me présente une situation qui, elle, est explosive. Alors là aussi, c'est quelque chose de récent. Donc vous voyez comme en 39, en 36, 39, où les affrontements commençaient à s'accumuler. Le 5 août 2019, Modi, qui venait de regagner les élections en Inde, a décidé de supprimer le statut d'autonomie dont bénéficiait le Cachemire sous contrôle indien. Lorsque, en 47, les Anglais décident de se retirer, il y avait sur le territoire de l'Inde deux types de statuts. Des territoires qui étaient gérés directement par la couronne, par les Britanniques, donc cela devient de facto indépendant, et il y avait des États princiers, qui étaient considérés comme des alliés de la Grande-Bretagne, mais qui avaient conservé leur autonomie. Et donc le choix qui est proposé aux États princiers en 1947, c'est soit vous fusionnez avec les nouveaux États, soit vous demandez votre indépendance, et on vous la doit, vous proclamez votre indépendance. Et le problème qui va se poser pour deux États, c'est que le Cachemire a un problème. Son prince est hindouiste, mais la population est majoritairement musulmane. Tout de suite, la population réclame le rattachement au Pakistan, la terre des purs, puisque finalement, les musulmans ont obtenu la partition. Et donc, là-dedans, la guerre se déclenche. Du coup, le prince, n'arrivant pas à s'en sortir avec ses forces, fait appel à l'Inde, qui envoie ses troupes, et finalement, on partage le Cachemire en deux morceaux. Un morceau qui est sous gestion pakistanaise, un morceau sous gestion de l'Inde, et ici, la limite entre les deux, c'est tout bêtement la ligne de front que l'on va reconnaître à partir de 48-49. Au début des années 50, les Chinois, dans leur progression pour incorporer le Tibet à la Chine, vont conquérir tout ce morceau de territoire et vont finalement l'incorporer au Tibet chinois parce que c'est un territoire qui contrôle la route principale
pour qu'ils puissent aller en direction de Lhasa. Donc en s'emparant de ce morceau de plateau himalayen, ils assurent la continuité de leur contrôle. Ce qu'il faut voir, c'est que le problème qui est posé, c'est que la population du Cachemire, c'est 3,5 millions du côté pakistanais et 7,5 millions du côté indien. Mais dans le côté indien, les vrais hindous, au sens de Modi, ne sont concentrés que là-dedans, et ils représentent moins de 30% du Cachemire indien, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de 2 millions d'habitants. Donc les musulmans sont 5,5 et 3,5, ils sont 9 millions contre les 2 millions d'hindous qui sont là. Mais c'est plus compliqué encore, puisque toute la montagne, ici, y compris la partie contrôlée par les Chinois, et c'est l'ancien Ladakh, c'est peuplé de bouddhistes, et dans les montagnes du Pakistan, ils sont bien musulmans, mais ils sont chiites ismaéliens. Donc ils n'ont rien à voir avec les Pakistanais sunnites de la plaine. Donc même s'ils sont musulmans, ils s'estiment qu'ils n'ont rien à voir avec les Pakistanais. Donc, en supprimant l'autonomie du Cachemire, l'Inde le considère désormais comme faisant partie de la fédération. Mais si le Cachemire indien fait partie de la fédération, ça veut dire que n'importe quel Indien peut aller acheter des terres, créer une entreprise, s'installer sur le territoire, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre de l'autonomie, où les terres étaient réservées à la population cachemiri. Pas de possibilité. Donc, réaction des Cachemiris, notamment des musulmans, c'est on vend notre pays, on va être soumis à une colonisation par des gens qui vont venir acheter nos terres et nous exproprier. Donc la tension est particulièrement violente, et le Pakistan, lui, a carrément déposé une plainte dénonçant auprès de l'ONU l'Inde qui mènerait un génocide. Alors, relance le risque d'une confrontation majeure. Il y a déjà eu 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan avant qu'ils ne possèdent la bombe atomique. Le problème, c'est que maintenant, ils ont tous les deux la bombe atomique. Et rien ne dira s'il n'y en a pas un qui, au dernier moment, se décidera à l'utiliser. Modi, en jouant un peu comme, et c'est pas étonnant, son allié principal désormais, pendant un temps, ça a été l'URSS, maintenant que l'URSS n'existe plus, c'est Israël, qui est devenu son conseiller. Leur idée, c'est que l'Inde est un pays peuplé par des hindous, et que ce qui n'est pas hindou n'est pas indien. Exactement comme en Israël, Netanyahou a essayé d'imposer l'idée, c'est un État du peuple juif et pas des Arabes israéliens qui sont sur le territoire, ils n'ont rien à voir avec notre État. Donc Modi est en train d'imposer ce système. Mais ce qui se joue entre quelques millions d'habitants en Israël et ce qui se joue ici, avec un pays qui va devenir le plus important de la planète à partir de 2025, vous imaginez que ça a quand même une toute autre ampleur, et 200 et quelques millions de musulmans sur le territoire. Fait comme conséquence qui est le racisme. Le racisme, il y a une race élue qui bénéficie de la terre, qui a droit en tant que nation, et les autres, ils vont se voir ailleurs. Ce qui est une négation du système démocratique qui s'appuie non pas sur des ethnies, mais sur des citoyens. Et où, si les citoyens respectent les règles et les lois du pays dans lequel ils sont, ils peuvent dans leur privé être musulmans, bouddhistes, catholiques, ce qu'ils veulent, ils peuvent être homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, ils peuvent avoir des enfants, ne pas vouloir d'enfants, bref, n'importe quoi. Et enfin, il y a les minorités qui se considèrent comme opprimées et qui se lancent dans des luttes, soit avec une volonté d'expression dans un système fédéral, ou par la sécession, comme en Yougoslavie, comme le Sud-Soudan, comme éventuellement la Catalogne, peut-être, qui veut son indépendance et pas un système fédéral. Le Cachemire, mais pratiquement l'Inde aujourd'hui est un véritable baril de poudre avec des conflits très violents, par exemple dans l'Orissa, où on a encore une guérilla maoïste qui se bat au nom des tribaux qui veulent obtenir
leur indépendance. C'est que la Constitution de l'Inde a adopté un statut particulier pour les tribus qui sont enregistrées. Et on met des quotas, on les aide à rentrer à l'université, au point que les brahmanes disent « Ah ouais, mais nous on nous brime, on n'a pas le droit d'être plus de 40% ou 50% à l'université pour faire la place à des gens qui sont peut-être pas compétents, simplement parce qu'ils sont tribus enregistrés. » Et cette fragmentation qui peut pousser à l'extrême. Alors là, on est dans quelque chose de plus violent, c'est la violence de l'ethnicisme, cette fois-ci dans l'Arakan, en Birmanie. Alors voilà la Birmanie. Au milieu, en vert, ce sont les Bamars, les Birmans qui s'estiment des vrais Birmans parce qu'ils sont bouddhistes et qui estiment qu'ils ont toujours été là et toujours présents. Et sur les limites extérieures, on a ici un massif montagneux, un autre massif montagneux. C'était des populations qui sont considérées comme ethniquement différentes et qui peuvent être quelquefois bouddhistes, qui sont quelquefois hindouistes, qui sont quelquefois musulmanes. Bref, les Rohingyas, comme ils sont musulmans, sont considérés comme en fait des Bangladais qui ont été importés par les Anglais. Donc ils ont fini par partir et se réfugier dans l'Arakan, mais dans l'Arakan, on a décidé aussi de les combattre. Et là-dedans, Aung San Suu Kyi n'a pas, malgré son prix Nobel, eu une position claire, elle a défendu ses militaires, elle n'a rien fait pour les Rohingyas. Ce qui se développe, c'est la guerre civile, qui est la forme dominante aujourd'hui sur la planète, avec ou sans ingérence extérieure. Les buts de ces guerres sont soit la sécession, pour former un nouvel État, pour changer un système politique, pour faire valoir les droits d'une minorité. Donc là, on rentre dans la notion de guerre asymétrique, puisqu'on a des mouvements insurrectionnels, de guérilla, qualifiés quelquefois de terroristes, qui ont à lutter contre un État, voire contre les États qui décident de soutenir cet État. Par exemple, les États-Unis, soutenant le gouvernement officiel afghan qu'ils ont installé au pouvoir, contre les talibans, jugés comme des terroristes, et qui mènent une guerre sanglante, non seulement aux Américains, mais au peuple afghan aussi. On a vu apparaître un droit d'ingérence contre les souverainetés établies. Ces ingérences, c'est l'idée, puisque l'ONU n'est pas capable de faire valoir l'universalisme sur lequel on s'est mis d'accord, on va venir soutenir nos adjoints, etc. Donc une ingérence qui peut être militaire, avec des coalitions d'États au nom du salut des peuples, pensez à la Libye, le plus souvent pour des réseaux qui sont des réseaux clientélistes. Le problème de l'installation du pouvoir d'Hamid Karzai en Afghanistan pour les Américains était la possibilité de récupérer les ressources gazières de l'Afghanistan et de les évacuer sur des ports en sécurité sans les voir évacués vers l'intérieur de l'Asie centrale dans les réseaux ex-soviétiques, dans les réseaux russes. Une ingérence économique, soit par le mécanisme des sanctions, le boycott au nom d'une sécurité collective. Là, vous reconnaissez la situation de l'Iran à l'heure actuelle par rapport aux États-Unis, mais ça a été aussi le cas, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, de la Russie, à partir du moment où elle a annexé la Crimée, au bénéfice généralement de firmes qui profitent de l'élimination de concurrents sur le territoire. En termes de souveraineté, arrive la question à l'heure actuelle du Yémen, parce que c'est une vraie guerre, elle dure depuis 5 ans, une partie de la population en est victime, et ici on a la revendication de l'Arabie saoudite qui se veut puissance régionale. Alors, sur cette carte, vous avez 3 choses. En vert, c'est le secteur qui est tenu par les Houthis. En jaune clair, c'est le secteur qui est tenu par les forces indépendantistes du Sud, et en rose, le gouvernement dit légaliste. Et puis, dans ces zones de désert, des petits points bleus, qui est l'ordre tribal. Là, les tribus font la police. Alors on dit, les Houthis, ce sont des chiites. Une quarantaine d'années, étaient dénoncés comme des hérétiques. Les Alaouites, par exemple, les Alévis en Turquie, les Alaouites en Syrie, les Houthis au Yémen, n'étaient pas considérés comme des vrais chiites. Donc, pour les Houthis, l'histoire du chiisme s'arrête au 4e imam. Donc, si vous voulez, vous avez ceux qui veulent le 4e, d'autres le 5e, d'autres le 7e, et puis l'Iran qui veut le 12e. Donc, on considère comme des vrais chiites ceux qui attendent l'imam caché, le 12e, mais là, ils sont arrêtés au 4e.
Et quand il y a eu l'unification, elle s'est faite au bénéfice exclusif des populations qui étaient autour de Sahane. Les Houthis se sont estimés brimés et ont commencé à revendiquer de revenir sinon à la partition, mais à un État fédéral. Ils ont fini par remporter la lutte et s'emparer de la capitale, chassant le gouvernement reconnu par les Nations Unies qui s'est installé à Aden, et c'est le gouvernement qui est reconnu par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Mais les Yéménites du Sud, insurgés et soutenus par les Émirats Arabes Unis contre l'Arabie Saoudite, se sont révoltés contre le gouvernement autonome et se sont emparés d'Aden. Et malgré sa puissance de feu, l'Arabie Saoudite se rend compte qu'elle n'arrive pas à maîtriser l'ensemble du territoire. Elle est en échec, alors elle dénonce des manœuvres de l'Iran, évidemment, alors qu'un chercheur du CNRS, François Frison-Roche, dont je lisais l'intervention, disait en gros, comme le blocus maritime et le blocus aérien mis en place par les Émirats et l'Arabie Saoudite est à peu près total, il est absolument impensable que massivement de l'armement iranien puisse arriver aux Houthis. L'ONU se révèle là-dedans une structure totalement impuissante. Et c'est lié au grand écart entre les nations. Les États de moins de 5 millions d'habitants représentent 40% des votants dans l'Assemblée générale, mais ils représentent moins de 3% de la population mondiale. À côté de ça, la Chine et l'Inde, avec 1 milliard, j'arrondis, 1,4 milliard d'habitants chacune, la Chine pour le moment encore un peu plus que l'Inde, représente 36% de la population mondiale. L'État le moins peuplé, admis à l'ONU, c'est Tuvalu, un archipel de coralliens avec 10 000 habitants, et les 10 États les moins peuplés de l'ONU totalisent à peine 500 000 habitants, c'est-à-dire en gros l'agglomération de Montpellier. Donc que pour être présentée au Conseil de sécurité, une résolution doit obtenir les 2/3 des suffrages. Alors là-dedans, le vote des petits États est essentiel, et il va au protecteur. Soit le pays qui en assure la défense, soit au plus offrant. Qu'est-ce que vous avez à nous donner? Et les Chinois, à ce jeu-là, sont en train de rafler pas mal de mises pour récupérer des voix en Assemblée Générale. Vous voulez une ligne de chemin de fer? On fait une ligne de chemin de fer. Vous voulez un port qui puisse accueillir des conteneurs? On va vous faire un port avec des conteneurs, etc. Le verrou, en fait, de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Alors, ce Conseil de sécurité, il est constitué par 5 membres permanents et 10 membres tournants. Les 5 membres permanents, ben, c'est les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont un droit de veto, ce qui veut dire qu'une résolution qui est proposée à l'Assemblée des Nations Unies, il suffit qu'un État mette, dans ceux des membres permanents, mette son veto, et la résolution est rejetée. Quant aux membres non permanents, ils se renouvellent tous les 2 ans, par moitié, mais avec une composition qui est fixe. Il doit toujours y avoir 5 représentants de l'Asie et de l'Afrique. Vous voyez qu'on mélange là, finalement, pratiquement 1 milliard d'Africains avec 3 milliards et demi, 4 milliards d'Asiatiques, et on en fait là-dedans 5 sièges. Hein. La majorité au Conseil de sécurité, c'est de 9 voix sur 15, en considérant qu'il n'y aura pas de veto. Mais pour avoir un vote de résolution sur le fond, il faut que dans les 9 votants, les 5 membres permanents soient unanimes. Il suffit qu'il y en ait un qui, sans mettre son veto, ne participe pas à ce vote, ne soit pas par majorité, la résolution est rejetée. On arrive dans un monde nouveau, avec un ultracapitalisme comme acteur global, qui consiste à jongler avec les frontières, les souverainetés, pour construire l'espace du profit. Ça, c'est important par rapport aux espaces nationaux, espace des peuples représentés par un État. C'est un espace du profit maximum, c'est-à-dire avoir le moins d'impôts à payer et pas de réglementation du tout pour la façon dont on travaille. L'unité de temps dans ce capitalisme global, c'est quelque chose qui ne relève plus de la pensée humaine, mais de circuits complexes dans les ordinateurs, à travers des tas de structures écrans. Évidemment, face à ça, le temps du politique ou le temps du diplomatique, et finalement avec des acteurs bien identifiés, est incapable de faire face à cette vitesse d'opération de la nanoseconde. Alors, voilà le monde tel qu'il est muré.
Vous avez ici quelque chose qui est la partie riche, qui absorbe 73% des richesses de la planète pour 20 quelques pourcents. Ici, 27% des richesses qui vont aux 86% du monde. Et donc, l'idée que c'est par le libre jeu du ruissellement dans le capitalisme que finalement la richesse va se répandre sur la planète, on constate que ça ne ruisselle pas du tout, mais que c'est plutôt un modèle gravitaire. Les plus gros s'engraissent et les plus pauvres s'appauvrissent. On en arrive donc à un nouveau type de rapport qui est la guerre sans contact. Les asymétries sont poussées avec un abandon par le fort de l'objectif de conquête d'un territoire. Il s'agit de réduire les pertes militaires, soit par délégation de la guerre à des mercenaires, soit en utilisant des objets sans pilote, missiles ou drones. Et ça, c'est la forme nouvelle. Le drone, c'est quelque chose, non pas le petit objet que vous pouvez faire voler aux petits-enfants au-dessus de la maison, mais c'est un prolongement de l'arme aérienne avec des commandes lointaines. Il y a à l'heure actuelle 3 bases de pilotage de drones américains sur toute la planète. Les drones qui sont utilisés en Afghanistan sont pilotés depuis l'Arkansas. Conclusion, et on va en terminer là-dessus, la catastrophe n'est pas certaine ou est certaine. Et ça, c'est vous qui rayez la mention selon vos convictions. Mais persévérez dans la même phase. Bonjour la guerre, et ça, c'est pas du François Sagan. Merci, c'est fini.